C'est l'heure du sonneur. Et bonjour à tous les deux, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Ah, je suis en retard. Aïe, 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 aïe. Alors que pourtant, vous étiez en avance en plus aujourd'hui. Vous étiez très en avance, branché sur Tocsin à la première heure, Régis, et étant déjà dans les coulisses à parler avec tout le monde. Mais au moment de dire bonjour, là, il n'y a plus rien. Vous avez grand silence. Vous étiez sous le coup de l'émotion, j'imagine. En illustration de la fable du lièvre et de la tortue. Oui, c'est ça. C'est vous la tortue. Du coup, je suis arrivé le dernier. Enfin, j'étais le dernier à partir, hein, mais je suis arrivé le premier. Voilà. Bon, bravo. Vous avez gagné la course. Alors, Régis, je rappelle votre blog Vue du droit, et puis que vous êtes auteur du livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur, une justice politique qui s'en prend à vous, justement, désormais. Peut-être que c'est le livre qui n'a pas plu, finalement, Régis. On va continuer, évidemment, de refaire un petit point là-dessus. Alexandre Langlois, je rappelle que vous êtes ancien policier, bon, ça, on le savait, et puis auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale aux éditions Talma, puis Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Peut-être avant de commencer, on commence par vous, Régis, enfin, avant de commencer sur les sujets de la semaine en police-justice. Et un petit point sur votre mise en examen. Où en êtes-vous? Avez-vous plus d'informations? Est-ce que ça a avancé ou pas du tout? Je vais très, très rapidement. Ouais. Je voulais d'abord faire un compliment. C'est pour ça que ça m'embête d'avoir dit bonjour en retard. Un compliment à Tocsin parce que Tocsin a invité il a accepté de participer, l'ambassadeur d'Israël. Ouais. Et là, après l'ambassadeur d'Iran, moi je trouve que c'est quand même très classe. Il n'y a pas beaucoup de médias qui l'ont fait ça, hein, franchement. Bon, alors vous imaginez, vous connaissez mes positions sur ce que fait Israël aujourd'hui, mais je trouve vraiment ça superbe. Super, on donne la parole aux deux camps qui sont en guerre, hein, faut pas l'oublier, même s'il y a un feu. Et ça, bravo. Et puis le deuxième, ça c'est mon cher Tour de France, et d'avoir invité Antoine Vayer, que je suis sur les réseaux. Je partage ses positions concernant le biopouvoir. Sur aujourd'hui le cyclisme qui le dénature complètement, hein, et j'étais ravi. Alors il paraît que c'est Valentin, j'ai l'impression, hein, qui est très vélo comme ça, donc je vais l'appeler pour qu'on puisse parler de mon héros absolu qui était Jacques Anquetil. Voilà, c'est terminé, maintenant je parle de moi. Hein. Mais attendez, juste sur ces deux points-là, peut-être je vais rajouter deux choses. D'abord, préciser que l'ambassadeur d'Israël, c'est la première fois qu'il allait sur un média alternatif, comme on dit, donc qui n'est pas un média, une radio avec des ondes, une véritable télé, mais une télé numérique comme nous sommes. Donc c'était la première. Donc on a réussi ce coup-là. Et comme vous le dites, une semaine d'intervalle après l'ambassadeur d'Iran, auquel on a donné autant de temps. Donc voilà, on a cherché à équilibrer de ce côté-là. Chacun se fera son opinion, en effet. Et puis, sur l'autre partie, je précise que vous pouvez, chers amis, pour ceux qui n'ont pas vu cette interview menée avec brio par Valentin Chamard lundi dernier, la retrouver. Il a déjà dépassé les 100 000 vues, cette interview d'Antoine Vayer concernant notamment le dopage et le changement de visage du vélo. Alors, ma situation, j'ai donc eu accès au dossier, aux pièces de fond, je suis en train de dépouiller ça. J'ai lu la plainte. Je ferai qu'une observation. Là, je vais donner les informations au fur et à mesure. Je vais continuer le feuilleton, les aventures de Charline Avenel. Mais il y a une première observation que je fais dans la plainte, c'est que il y a une affirmation, c'est sur les fameux courriers. Il y a le courrier terrible qui concerne cette famille dont le fils s'est suicidé, mais l'enquête en a fait apparaître des problématiques selon les termes de Gabriel Attal. Je ne sais plus si c'est lui précisément qui l'a dit. Hein, 55 courriers problématiques. Si, je vous le confirme, il l'a dit. Hein. Ouais. Ce sont ces termes. On apprend, c'est pas elle. Non, c'est pas moi. Alors attention, je suis en train de caricaturer, hein, mais c'est que voilà, on a une personne qui a été nommée rectrice d'académie par protection, puisque Emmanuel Macron a changé la réglementation pour lui permettre d'être nommé, choisi par lui. Hein, mais après, les courriers qui partent de son administration, les parapheurs. Sa signature, etc. Non, tout ça, non, c'est pas moi. C'est-à-dire que ce que je trouve extraordinaire, et je vais m'en tenir là pour ce matin, c'est que on n'assume pas.
on n'assume pas. On veut être rectrice d'académie, hein, on obtient que son copain de promotion vous nomme, mais derrière, on ne veut pas avoir la responsabilité de l'exercice du pouvoir et quand ça va mal, par exemple. Hein. Oui. Donc voilà, c'est la première observation et ce qu'elle raconte sur le macronisme. Le macronisme, c'est les passe-droits. Le macronisme, c'est une forme, entre guillemets, de corruption de la décision publique, etc. Hein, mais derrière, on ne veut pas en assumer les responsabilités. C'est pas de notre faute. Voilà. Bon, on y reviendra. On va y revenir parce que ça concerne un peu l'affaire Benalla, notamment, sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, qui était très bien étudiée et analysée par le journaliste Marc Andevelde. Donc on le fera tout à l'heure. Oui, Alexandre Langlois. Alors, ça tombe bien, ça fait le lien, parce que j'allais dire, par rapport à ce que vient de dire Gilles, c'est pas vrai. Emmanuel Macron a dit qu'on n'était pas dans la République des fusibles. Chacun assumait, etc. Donc je comprends pas. Ouais, on a du mal à comprendre. Hein, c'est étrange. Oui, exactement. Allez, on commence par la guerre qui se prépare pour la candidature 2027, évidemment, avec une guerre des chiffres, comme toujours. Darmanin crée des places de prison. Bruno Retailleau a le meilleur bilan du monde en termes d'immigration. Voilà un peu ce qu'on peut entendre maintenant par médias interposés. Donc Gérald Darmanin était sur RTL. Alors lui, il rappelait que malgré le fait que nos taux de capacité de prison étaient aujourd'hui environ à 135%, donc légèrement abusé, excessif, eh bien, il annonce des nouvelles solutions pour régler cette problématique. D'abord, construire des prisons, pas des prisons classiques, des prisons modulaires, 3000 places de prison modulaires construites en 18 mois, contre 7 ans pour les prisons classiques, coûtant 2 fois moins cher. Et 17 sites ont déjà été retenus pour accueillir les 1500 premières places prévues pour être opérationnelles en 2026. Voilà, donc Gérald Darmanin, efficace, ce sera fait dans un an. Et puis, autre solution de Gérald Darmanin, récupérer les places d'EHPAD. Je propose d'écouter Gérald Darmanin le 30 juin sur RTL. Et tout ce qui pourra permettre de pouvoir réquisitionner ou faire des travaux pour faire des places de prison, je le ferai. Je suis en train de regarder en ce moment des EHPAD qui sont fermés, que je pourrais modifier pour pouvoir très rapidement y mettre des personnes, des détenus qui ne sont pas des EHPAD. Oui, il y a pas mal de travaux, j'imagine, pour transformer un... Ça dépend. En fait, en France, on met des détenus, quelle que soit leur dangerosité, dans la même prison. Le terroriste islamiste, le narcotrafiquant, ou le type qui a roulé bourré 10 fois, on le met dans la même prison. C'est complètement idiot. Nous sommes les seuls quasiment en Europe à faire ça. Donc on est en train de catégoriser les détenus sur leur dangerosité. Donc je fais une prison de haute sécurité pour les narcotrafiquants, vous l'avez vu, avant d'enlever le 31 juillet prochain, mais je vais aussi faire des prisons, on va dire à taille humaine, pour ceux qui ne représentent pas de dangerosité pour l'extérieur. Voilà, et maintenant, côté ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui aussi, alors en plus on voit des unes du Figaro, qui lui servent bien la soupe, qui s'enorgueillit d'avoir réussi à faire baisser l'immigration, donc plus précisément 7,5% le nombre de visas délivrés entre octobre 2024 et avril 2025, donc une baisse de 7,5%, vous l'avez compris, une baisse de 17% le nombre de naturalisations et même de 30% le nombre d'AES, donc d'admission exceptionnelle de séjour. Voilà, un homme fier de son bilan, et Bruno Retailleau, je propose de l'écouter lui aussi. Vous me demandez ce que je fais. À l'international, nous multiplions les accords avec les pays d'origine et de transit. En Europe, pour la première fois, la désastreuse directive retour va être transformée. Et enfin, par des circulaires très fermes, par des actes, j'obtiens des résultats. Je vous en donne quelques-uns. Au premier trimestre, désormais, de tous les pays d'Europe, la France est le pays des 27 qui éloigne le plus d'étrangers en situation irrégulière. Eurostat, vous irez le contrôler. Ensuite, pour ce qui concerne les régularisations, moins 30% depuis ces derniers mois. Là encore, sur les naturalisations, moins 17%. Sur les éloignements forcés, plus 17%. Vous voyez, il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire. Et ce serait mentir que de dire aux Français que tout ça peut être réglé d'un coup de baguette magique. Mais ça ne sera pas réglé à coup d'attaque, à coup de vidéos TikTok postées ou à coup de slogans sommaires. Les choses sont plus compliquées et nous obtenons des résultats. Mon premier résultat, c'est d'avoir inversé une tendance qui était là depuis des années. Monsieur le ministre. Voilà, beau bilan, n'est-ce pas, de ces deux futurs peut-être candidats à la présidentielle. On en parle en tout cas, nous, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Alexandre, comment réagissez-vous ?
Je sais que vous Bah, je avez vos pense. 2 chouchous presque là, mais J'ai mes Darmanin 2 chouchous. encore, Enfin, oui. un particulièrement, Oui. Bruno Retailleau, c'est juste, comme les autres, c'est juste qu'il est ministre de l'Intérieur, hein, mais je ne l'ai pas particulièrement, il m'a rien fait de personnel. Mmh. Donc, nos amis, donc déjà sur les places de prison, je trouve fantastique notre ami Gérald Darmanin, comment il présente les choses. Il dit dans 18 mois, donc dans 1 an et demi, hein, Mmh. on aura des préfabriqués IKEA où on pourra mettre 3000 personnes de plus. Oui. Donc aujourd'hui, il manque 20 000 places de prison, enfin plus de 20 000, 21 000 quelque chose. Donc du coup, dans 18 mois, est-ce qu'on aura augmenté le nombre de personnes en prison? On ne sait pas, mais en tous les cas, lui, il est content parce on n'aura plus que 120 ou 125%, j'ai pas fait le calcul exact, Oui. de taux d'occupation des prisons. Oui. Bravo GG, bravo. Et à côté de ça, on a un deuxième chiffre qui va dans l'autre sens, où il y a Bruno Retailleau, il y a quelques semaines, qui a dit: «J'ai arrêté 20 000 narcotrafics». Ils sont sur liste d'attente, ça se passe comment? Parce que du coup, les chiffres d'augmentation de places en prison depuis sa prise de fonction de ministre de l'Intérieur, c'est plus 5 000. Donc si jamais on a enfermé que des narcotrafiquants en prison depuis que Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, ce que je ne crois pas, ça fait qu'il y en aura 15 000 encore dans la nature, en liste d'attente. Donc je pense un peu plus, mais du coup, où sont ces gens? Ah bah, il y a pas de place en prison, revenez plus tard, l'hôtel est complet. Donc voilà, donc on a 2 personnes qui jouent sur des chiffres, donc Gérald Darmanin là pour le coup, qui est très rigolo parce que, bah, du coup, si on fait 20 000, donc qui sont arrêtés mais relibérés, j'imagine, dans la foulée. L'autre, il est content avec ses 3 000 places de prison, mais aucune, réflexion sur des solutions alternatives, des choses comme ça, ou que je le développe régulièrement en disant: «L'objectif, c'est quoi? La punition et la réinsertion ou juste la punition?» Parce que pour le moment, là, j'ai pas entendu quelques mesures sur que la prison est l'école du crime. Ah si, j'ai entendu une mesure. Gérald Darmanin va regrouper par filière. Comme ça, les gens pourront s'échanger les tuyaux avec des gens de leur branche de métier. Si tu es dans les stupes, qu'est-ce qu'on peut se passer? Si tu es dans tel type de délinquance, donc génial. Bravo, on continue sur les bêtises, sur école du crime dans la prison. Donc, super bilan de Gérald Darmanin et les EHPAD. Donc, du coup, hein, bravo aussi. S'il y en a qui sont libres, on peut faire. Et puis, grâce à l'euthanasie, peut-être qu'on va libérer des places. La canicule, c'est génial. Du coup, ça va aussi économiser les retraites. Bravo, ça montre de l'humanisme en responsabilité et dignité. Donc, on est dans un programme Macronie, la boucle est bouclée. Sur mon ami, Bruno Retailleau, Oui. ah bah, moi je trouve qu'il est assez exceptionnel, hein, il lutte contre l'immigration légale. Le problème en France, c'est l'immigration clandestine et ça, il y a pas. Donc il est très fier de limiter le nombre de visas, de limiter le nombre de naturalisations, et en fait, la question, c'est que les gens qui rentrent clandestinement en France, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, là, il se passe pas grand-chose. Après, il a dit, les éloignements forcés. Ah bah, oui, les éloignements forcés, on a 17 de plus. Ça, c'est le chiffre, qu'on met en avant. Oui, mais enfin, ça n'empêche qu'on arrive par exemple, pour les OQTF, les obligations de quitter le territoire, exécution en mai 2025, 10 hein, voilà. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, ça progresse, mais ça progresse pas vite sur les applications des décisions, de justice administrative. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui est en train de dire: «Je lutte contre l'immigration légale, mais la clandestine, je ne fais absolument rien». Est-ce qu'on Et pourrait pas faire un effectivement, parallèle avec, éventuellement les annonces de Giorgia Meloni? ah bah, en Italie, c'était un autre problème. En Italie, ils ont compris qu'ils avaient besoin, d'esclavage moderne, pour avoir des gens qui faisaient tout le sale boulot qu'ils voulaient pas faire. Et du coup, avec quelque chose Ah, chez nous d'un petit aussi. peu plus je vais dire, sérieux, c'est qu'ils veulent le faire légalement. En Mmh. France, on a l'hypocrisie de le faire dans l'illégalité parce que je rappelle donc toutes les annonces de Bruno Retailleau, rien. Et je rappelle qu'en France, depuis la circulaire Valls, les clandestins sont régularisés au bout de 6 ans d'exploitation et de misère humaine. Oui. Donc en France, l'État français a organisé la traite humaine pour avoir des gens qui font le sale boulot à vraiment pas cher dans des conditions indignes, alors qu'en Italie, on peut au moins leur mettre la chose en avant, c'est qu'ils ont dit: «Bah, nous, on a besoin de cette manœuvre pour faire du boulot qu'on veut pas faire, mais on va le faire légalement et encadré». Ce qui veut dire derrière, c'est qu'il y a pas cette concurrence, il y a déjà une concurrence entre travailleurs qui demandent moins d'argent parce qu'ils sont notamment en Europe, parce Oui. qu'ils ont des contrats de travail, détachés, ils ont le salaire roumain pour venir travailler en France, ce qui est pas le cas pour les gens qui viennent de d'autres pays qui n'ont pas d'accord UE, donc c'est aussi un paradoxe. Et du coup, en Italie, il y aura au moins des garanties de salaire minimum. Ce qui veut dire que la concurrence entre salariés, nationaux et immigrés sera, moins forte qu'en France où il y a carrément pas de concurrence parce que c'est sous le tapis. Je rappelle que, par exemple, ce qu'on avait, par exemple, quand je travaillais au RG, il y avait les finances qui avaient dit: «On ne contrôle pas les chantiers où il y a moins de 40 de travail au noir». Parce qu'en dessous de 40 c'est normal, je veux dire jusqu'à 40 dans le bâtiment, qui est 40 d'employés non déclarés. Donc, ça montre un système, pervers chez nous qui, incite à la fraude, qui incite, à l'exploitation humaine, à la traite humaine. Et Bruno Retailleau n'en a absolument pas parlé. Il a juste parlé de l'immigration légale et pas du tout clandestine, qui fausse le creuset, qui peut prendre des emplois aux Français ou des emplois à des gens qui sont là de façon régulière et qui payent des impôts, hein. Parce que je rappelle que l'immigration clandestine, le problème, c'est qu'il y en a une partie qui ne paye pas d'impôts. Une partie arrive à payer des impôts, mais pas tous.
Donc ça, c'est le petit point sur les deux. Donc Bruno Retailleau, un champion. Ensuite, on nous parle des comptes publics régulièrement, hein. Je rappelle qu'il est très fier d'avoir augmenté le nombre de reconduites frontières. L'objectif, c'est si on ne veut pas de certaines personnes sur le territoire, ça ne sert à rien de reconduire les gens à la frontière parce que finalement, comme on ne contrôle pas nos frontières, c'est un puits sans fond en fait, hein. On est sur le tonneau des Danaïdes. Et donc du coup, chaque reconduite frontière coûte environ 40 000 € à la France. Donc à chaque fois que moi qui dis j'ai renvoyé tant de personnes à l'étranger de l'autre côté, ça veut dire que c'est 40 000 € par personne en moyenne de procédure complète. Donc ça coûte quand même cher aux contribuables. Ils avaient dit à peu près 2 milliards d'euros estimés pour 2025 que ça va nous coûter. Ah, donc effectivement, il augmente. Les années précédentes, on était en 2023 à 1,8 milliard. Donc au niveau du déficit, on continue de le creuser parce qu'on ne prend pas la solution. Voire encore, sur certains endroits, je rappelle qu'il était très fier dans les gens qu'il a renvoyés de l'autre côté. Il avait renvoyé un Allemand qui pourra revenir quand il veut. Et régulièrement, on renvoie des Roumains. Il y a même des filières roumaines complètes de tour opérateurs où les gens viennent en France, se font expulser contre un petit billet et ils refont le circuit. Donc en fait, des fois, c'est vraiment des choses géniales. Donc les chiffres, ce qu'il y a derrière les chiffres, il faut regarder ce qu'il y a. Les chiffres ne peuvent pas mentir, comme disait notre ami Olivier Véran, un homme honnête de la période Covid. Donc dit, si les chiffres se font manipuler dans tous les sens, et Bruno Retailleau est un spécialiste parce que sous couvert qu'il agit, finalement, il agit absolument pas. Un dernier point. Il était très content d'une proposition de loi de Jacqueline Eustache-Brinio qui permettait d'allonger le délai de détention des gens dangereux en situation irrégulière à 210 jours. Oui, et pardon, je précise aussi, ça faisait écho à l'affaire Philippines en disant, vous voyez, si on gardait les gens dangereux, il n'y aurait pas de nouvelles morts telles que celle de la dramatique mort de Philippines. Et justement, mais il a mélangé deux choses complètement... il arrive à prendre un fait divers dramatique. On va parler des faits divers après, j'imagine. Mais un fait divers dramatique pour passer une loi qui n'a rien... Vous faites toutes les liaisons, hein, Alexandre. La prochaine fois, je ne me lève pas. Je vous laisse faire la transition et je vous laisse animer cette matinale. Si, parce qu'après, avec Régis, des fois, on est trop bavard. Et la dernière fois, on n'avait pas eu le temps d'évoquer tous les sujets annoncés. Donc, c'est pour ça, heureusement, que tu es là, Clémence. Bon, sur ça, donc en fait, il se sert pour faire sa soupe en disant on va remettre les gens dangereux 210 jours en rotation administrative. Il confond deux sujets, ce qui est quand même dramatique pour un ministre de l'Intérieur. La rétention administrative, c'est pour des gens qui sont une faute administrative de papiers non réguliers. Donc, c'est des gens qui sont pas dangereux, enfin, qui peuvent être dangereux, mais le problématique, c'est les papiers pour le centre administratif. Donc, retenir des gens 210 jours pour des papiers, ça ne change rien au problème. Par contre, des gens dangereux, leur place, c'est pas dans un centre de rétention administrative, c'est en prison ou expulsion immédiate. C'est pas en rétention administrative. Donc, en fait, il prend le problème avant l'air. Il dit les prisons sont pleines, grosso modo, il n'y a pas de place. Darmanin va rien faire non plus, comme il l'a annoncé. Du coup, on va les mettre en centre de rétention administrative, ces gens-là. Mais c'est pas leur place. Si c'est des gens dangereux, leur place est en prison. C'est pas du tout en centre de rétention administrative ou expulsé immédiatement. Le centre de rétention administrative est pour une faute administrative, pas pénale. Donc, du coup, à jouer sur tous les tableaux, ils confondent tout et n'importe quoi. Et on arrive à des drames qui vont continuer de se reproduire parce que le centre de rétention administrative, les gens ne sont pas traités comme en prison. Et les niveaux de surveillance ne sont pas les mêmes qu'en prison. Et ils vont pourrir la vie de d'autres gens. Et les gens, pour avoir travaillé à côté d'un centre de rétention administrative 2 fois, un à Vincennes et un à la zone de frontière de Roissy, ce n'est pas des prisons, ce n'est pas équipé pour surveiller des gens dangereux. Donc, en fait, ça va poser de nouveaux drames. Donc, pour faire de la rhétorique, de l'électoralisme, parce que les gens méconnaissent les sujets qu'ils traitent au niveau de l'émotion, donc demain, avec Philippines, ça se reproduira. Parce que malheureusement, les gens dans un centre de rétention administrative, on peut sortir assez facilement si on le veut. Les gens sont en général pas trop casse-pieds pour y rester. Voilà. Donc, j'ai fini sur ces deux personnes qui font semblant de faire plein de choses, mais quand on creuse derrière, ils font surtout rien à part leur propre propagande pour leur campagne personnelle. Vous n'êtes pas convaincu, hein, Alexandre Langlois, je le sens, comme pour les futures pour l'avoir vécu de candidatures. l'intérieur, je ne suis pas convaincu, non. Et donc, du coup, ça ne fait que continuer ce qu'ils ont commencé depuis le début de la Macronie. Alors, rien. Le résumé. Régis, que pensez-vous de cette petite guerre, on va dire, des chiffres et des médias pour porter son candidat? Je vais faire comme vous, Clémence, je vais dire que c'est confortable de travailler avec Alexandre parce qu'il fait le boulot. Hein, donc voilà, hein, moi aussi, avant même que vous interveniez, j'avais l'idée de le dire. Non, mais il a dit effectivement l'essentiel de ce qu'il fallait dire sur cette espèce de jeu là débile entre le ministre de la Justice, ex-ministre de l'Intérieur, et le nouveau ministre de l'Intérieur, avec
en ce qui concerne Retailleau, la réflexion que je me faisais aussi, c'est formidable. Hein. Il réprime entre guillemets, l'immigration légale, hein, et il s'occupe pas de l'immigration illégale. Le problème, il est celui-là. Il est d'abord et avant tout celui-là. Hein, c'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle les clandestins. Alors, la petite bourgeoisie urbaine va vous dire les sans-papiers. Hein, mais c'est évidemment ça le problème. Ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui, mais c'est dans tous les domaines du politique, la France ne produit plus de politique. Alors, dans toutes ces institutions, on va pas me dire que le Premier ministre François Bayrou produit du politique, c'est pas sérieux. Le président de la République non plus. Non plus, il se ridiculise tous les jours. Sur le plan international, tout le monde se marre. Et donc, ça n'a plus aucune espèce de valeur politique. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est 2027 où ils sont là à n'agir que dans cette perspective. Au Parlement, il suffit de voir d'ailleurs la production législative, tout ce qui concerne les niches parlementaires, qui sont les propositions de loi que peuvent faire les parlementaires, mais c'est grotesque, quoi. C'est totalement grotesque. Et là, on a nos duettistes qui essayent de tirer la couverture à eux. C'est un peu terrible. Alors, ça, c'est une critique à caractère général. Concernant la question des prisons, parce que le problème aujourd'hui, c'est celui de l'insécurité, de la montée incontestable d'une insécurité, et avec des réponses de la société française qui ne sont absolument pas à la hauteur. Alors, attention aux tout-répressions, bien évidemment. Il y a la prévention en amont. Alors, j'ai noté que grâce à Éric Zemmour, je mets le grâce entre guillemets, qui a été relaxé sur une des multiples procédures qui lui sont intentées. Je dis pas qu'on peut le faire, mais ça n'est plus considéré comme de la discrimination de faire un lien entre immigration et délinquance. Et j'insiste, c'est pas parce que cette liaison existe évidemment, hein, mais je ne vais pas dire que c'est parce que les immigrés sont méchants par nature, ça ce serait débile. C'est parce que ce sont les plus pauvres et ce sont les plus exposés, et donc ils se transforment en une espèce de lumpen prolétariat. Et d'ailleurs, à la grande joie de certains grands intérêts qui sont ravis, y compris les représentants de la petite bourgeoisie urbaine, d'avoir des plongeurs pour les restaurants afin que ceux-ci soient pas trop chers, d'avoir des nounous pour garder les enfants, etc., etc. Bon, toujours est-il que oui, c'est une forme nouvelle d'esclavage, hein, et je considère qu'effectivement, les immigrés clandestins sont aussi des victimes. Alors, sur la question de la répression, la question des places de prison n'est qu'un des aspects. Alors, la première chose, c'est que on est dans l'Union européenne enfermé dans un contexte juridique particulier concernant les conditions de détention, les formes de celles-ci. Il y a également la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour qui nous surveille. Donc, ce qui fait qu'on peut, entre guillemets, pas faire n'importe quoi, au sens où c'est très difficile de construire une prison. Moi, j'ai fait des PPP pour des prisons. J'avais même été l'avocat parce qu'il avait été recherché pour une procédure. Il a bénéficié d'un non-lieu, hein, parce qu'on lui reprochait la construction d'un palais de justice. Il y a également besoin dans ce domaine, il y avait eu des plaintes déposées sur de soi-disant délits de favoritisme qui n'ont jamais été établis, donc il a bénéficié d'un non-lieu. Donc tout ça est très encadré et on ne fait pas des prisons n'importe comment. Par exemple, on ne peut pas faire des prisons loin des centres urbains parce qu'on doit le droit à la famille, on doit permettre que les familles puissent venir visiter les détenus. Alors, ça pose des tas de problèmes, hein, le fameux not in my backyard, personne n'en veut à proximité, parce que bon, il y a les nuisances, il y a la dimension symbolique, il y a la perte de valeur de l'immobilier qui est voisin. Il y a d'autres petits détails. Je pense en particulier à la mise en place de brouilleurs pour les téléphones. Donc, c'est pour essayer d'éviter
l'usage intensif des téléphones dans les prisons. Bon, on sait ce qu'il en est. Remarquable, En revanche, on brouille également tous les habitants qui habitent autour. Moi, j'en ai fait l'expérience, c'est effectivement assez drôle. Je disais, mais pourquoi est-ce que j'ai pas de signal? On m'a expliqué, ben non, mais c'est parce qu'il y a la prison qui est pas loin. Donc, voilà, c'est 7 ans, oui, mais 7 ans, parce que, et je vais dire, c'est assez normal, parce que faut trouver les terrains. Faut ensuite lancer tous les appels d'offres, faut faire la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, etc. Hein, et on construit pas une prison comme ça. Puis ça coûte très cher, effectivement. Alors, les soi-disant prisons dans les 18 mois, mais c'est une blague, quoi. Et les EHPAD, alors, personne n'a répondu sur les EHPAD. Là. Oui, mais si, j'y venais. J'y venais. Et alors, là-dessus, le consensus de fer qu'il y a entre Alexandre et moi sur le rejet de l'euthanasie, pour des raisons de principe, enfin on ne va pas revenir, on en a déjà discuté, mais on en vient à poser méchamment la question, est-ce que transformer les EHPAD, finalement ça n'éclaire pas cette loi sur l'euthanasie, c'est qu'on veut éliminer les surnuméraires âgés pour pouvoir y mettre des prévenus et des condamnés. Alors, sur les différentes prisons aussi, il y a une grande méconnaissance des différentes prisons. Et Alexandre a raison. Il y a tout le monde ne doit pas être dans le même établissement. Les conditions de détention ne doivent pas être les mêmes. Déjà, il y a c'est aussi ce que dit Darmanin. Là, vous êtes d'accord avec Darmanin. Il y a les maisons d'arrêt, mais il y a également les centrales pour les condamnés à de lourdes peines. Je pense que la question de l'encadrement juridique de la répression par le biais de la prison sont effectivement des contraintes. Et puis il y a autre chose aussi qu'on ne les entend pas, Monsieur Darmanin, hein, qui fait partie quasiment depuis 2017, ça va faire 8 ans qu'il est là aux manettes et qu'il est responsable lui aussi des 3 000 milliards disparus, hein, dépensés n'importe comment, c'est que le budget de la justice reste calamiteux. Alors oui, on va construire des prisons en 18 mois, mais attendez, d'abord, ce qu'il faudrait, c'est que la justice travaille dans de bonnes conditions. Hein, j'ai encore vu un procureur général venir expliquer que les délais de réponse, les délais de procédure étaient inacceptable. Vous commettez une infraction, vous êtes jugé 3, 4, 5, 6 ans après, et là, on tombe sur le laxisme sociétal de nos chères petites bourgeoisies urbaines, sur des peines qui sont tout à fait inexécutables. Parce que lorsque on vous dit, il y a eu un fait divers, on va parler des faits divers, il y a eu un fait divers, hein, et la personne qui a été poursuivie, j'ai vu passer 26 condamnations au casier judiciaire, c'est que toutes ces condamnations sont intervenues, sont assez légères, elles sont intervenues des années après la commission des infractions. Donc le sentiment d'impunité a été totalement nourri, hein, et effectivement, elles sont inexécutées parce que ça n'a à ce moment-là plus aucun sens. Il y a ceux qui sont restés dans la délinquance, et puis il y a ceux qui, fort heureusement, sont sortis. Donc, c'est véritablement du théâtre, quoi. C'est un simulacre de politique par deux individus. On se limite à ces deux-là parce qu'ils ne sont pas les seuls à être candidats, hein, puisque c'est tous les jours que ça tombe entre François Ruffin. Je ne sais pas si Sandrine Rousseau n'a pas annoncé aussi sa candidature. Et puis, on a Philippe, on a Attal, ils sont tous là dans les starting blocks. Et tout ce qui se passe de politique dans notre pays aujourd'hui, c'est lié à ça. Bah oui. C'est lié à ça. Et on ne gère plus. Même le président de la République, parce que lui, ce qu'il veut, c'est gérer sa sortie. Il veut gérer sa sortie pour savoir où il ira ailleurs quand il sera privé du hochet qui lui a été donné par le coup d'État de 2017. Très bien. Eh bien. J'ai deux petits points. Oui, sur les pattes, peut-être, Alexandre Langlois. Sur les pattes, j'en avais parlé un petit peu comme sur le même temps de Régis, mais il y avait aussi autre chose, c'est qu'on avait Victor Hugo, voilà, au 19e siècle, qui disait celui qui ouvre une école, ouvre une école, ferme une prison. On a Darmanin, version 2025, celui qui ferme un EHPAD, ouvre une prison. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un. Victor Hugo était plus classe, voilà, et je pense que la philosophie était meilleure. Voilà, et puis après, je contredis Régis. Darmanin a participé effectivement à creuser les 3 000 milliards, mais il a aussi participé à renflouer les caisses.
Je rappelle que pendant la crise Covid, il mettait 6 000 amendes par jour pour un total de 2 millions, pour un total de presque 300 millions d'euros rentrés dans les caisses à contrôler des auto-attestations. Donc, il a quand même fait du travail zélé et Oui, utile. à Voilà, vérifier pour la le nombre de société. bouteilles de coca achetées par chaque Voilà, grand-mère. pour chaque, C'était voilà, des important. SDF Oui. qui ont été reprochés de ne pas avoir respecté le confinement. Enfin voilà, on a Oui, eu oui. la totale de ce monsieur. Donc voilà, petite pensée à GG qui a quand Moi, même je essayé de rappelle que renflouer j'ai les quand même caisses sur notre dos une fois de j'ai plus. été poursuivie par une Jeep de la gendarmerie alors que j'étais seule en montagne avec mon chien pendant cette période. D'ailleurs, non loin de chez moi, donc j'étais pas, je respectais même le circuit, mais côté montagne nature, donc ça c'était quand même très 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 mal. Alors, Et voilà, tu enlèves le côté du décor parce que du coup, pour mettre ces petites amendes à 135 €, ça nécessite de l'essence, des 4x4, des mais non, gendarmes, mais des là drones. c'était un 4x4 qui Non, faisait mais le tour d'une montagne vide tout seul et il se trouve qu'il est tombé sur une personne, moi, avec mon chien. Mais faut voir le truc, c'est quand même de la folie, hein. voilà, donc il ne fallait pas regarder les dépenses pour mettre l'amende, c'est ça que Ouais. je voulais dire. Ah bah oui, là, oui, là c'est certain, hein, parce que bon. Alors, et encore un petit sujet, parce que j'ai vraiment très envie qu'on aille sur Benalla, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. En plus, on a un connaisseur avec Alexandre Langlois. Et puis, on a un autre connaisseur avec Marc Andevelde qui a quand même bien étudié le sujet. Je pense qu'il faut vraiment qu'on l'invite plus longtemps pour en parler d'ailleurs. Mais on va aller rapidement sur les faits divers, parce que ça, c'est quand même assez... c'est quand même... D'abord, ça a été annoncé par notre journaliste Alexandre Langlois, qui fait du teasing d'émission. Et puis c'est quand même assez évocateur quand même aussi du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est un amendement parlementaire qui a été déposé le 25 juin dernier par le groupe des députés écolos et de gauche à l'Assemblée nationale. Pour eux, donc, les faits divers seraient utilisés à des fins idéologiques par l'extrême droite et certains médias jugés d'extrême droite pour alimenter, je cite, une panique morale autour de l'immigration. Donc, l'amendement demande que les médias publics mènent, je cite, c'est l'article 1er, une réflexion éditoriale sur la place qu'occupent les faits divers dans la couverture de l'actualité. Voilà. Article 1er de cet amendement. Qui est au sein de la réforme de l'audiovisuel public et souveraineté audiovisuelle. Voilà, puis après, bon, on peut citer quelques passages de cet amendement. Cet amendement vise à amener une réflexion sur le cadrage médiatique des faits divers dans le traitement d'actualité. Le meurtre de Lola, celui de Thomas Crépol ont été l'occasion de véritables campagnes de diffusion d'une sémantique racialisante de la part de représentants politiques, d'éditorialistes et de médias d'extrême droite. Éric Zemmour, blablabla. Je vais un peu plus loin. Le commentaire et l'interprétation orientée idéologiquement des faits divers, leur association automatique du côté de l'extrême droite et d'une partie de la droite à l'immigration sont ainsi devenues des armes courantes dans les luttes politiques et idéologiques. Voilà. Donc en fait, le problème, c'est qu'il faudrait empêcher la diffusion de ces faits divers car elle est utilisée par l'extrême droite, vous l'avez compris. Comment vous réagissez à cet amendement, évidemment, qui va pas forcément passer et être adopté, mais qui reste quand même un symbole de l'état des lieux de notre monde politique. On va commencer par Régis pour changer. Alors, nouvel hommage à Alexandre. Aujourd'hui, ouais. je veux dire, c'est une belle matinée pour lui. C'est que j'ai vu passer son commentaire et il a dit c'est le SAV, le service après-vente de Macron, ce qui est parfaitement exact. Parce que Macron a eu cette phrase ignoble, et il faut le dire, bah oui. Quand il est venu dire, oui, vous vous rendez compte, on fait du nettoyage de cerveau, hein, je crois que c'est ça, je me rappelle plus de l'expression anglaise, et on manipule les gens en ne leur parlant que des faits divers. Non mais tu n'as pas honte de dire ça quand tu es dans un pays où il y a une montée de l'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité, mais c'est extrêmement important. C'est la façon dont les gens appréhendent le réel. Bien, donc et on vient leur dire, on ne vous parle que de faits divers, on vous nettoie parce que vous êtes des ânes, hein, bah oui. Vous êtes des gueux. Alors donc, et là. J'ai vu quels sont les signataires de l'amendement, qui est un amendement dont j'espère qu'il sera soumis au Conseil constitutionnel et annulé parce qu'il n'a aucune valeur normative. Il n'a aucune valeur normative. Plus, c'est quoi La loi, c'est de dire ça, on peut le faire, ça, on doit. Oui, c'est même pas on clair. Ne peut pas le faire. Mener une réflexion donc là, éditoriale. Il va falloir réfléchir. Oui. C'est gentil, Monsieur Corbière, il va falloir réfléchir. Mais oui, parce que vous citez Corbière parce que c'est l'un des signataires, évidemment. Mais oui, pardon. Oui. Non, oui, mais c'est la brochette qu'on voit là. Sandrine Rousseau. Il faut réfléchir. Daniel Simonet. Et il faut arrêter de parler des faits divers. Donc, faut censurer.
C'est bien de ça. Ce qu'on voit se profiler, c'est à nouveau la censure. Les faits divers racontent une société. C'est quelque chose de très important, les faits divers. Alors, bien sûr, il y a des manipulateurs, il y a des démagogues, mais sans blague. Hein. Quand vous voyez la presse parisienne de la fin du 19e siècle, c'était plein de faits divers. Toute la littérature policière repose sur les faits divers et maintenant, elle est relayée par des podcasts sur YouTube et c'est en général passionnant. Je regarde, faites entrer l'accusé, oui. Et pourtant, ça fait 53 ans que je suis professionnel. Hein. Ça m'intéresse parce que c'est souvent passionnant et ça raconte une société. Donc, c'est pas par hasard qu'on en parle beaucoup. Alors qu'il y ait des instrumentalisations, je pense à CNews, évidemment, mais encore heureux qu'on parle de ces faits divers. Mais vous pensez bien que M. Corbière, il veut surtout pas qu'on parle de l'affaire Gervaise, pour laquelle vous avez lu le texte bouleversant de l'épouse de ce médecin militaire égorgé alors qu'il allait chercher ses enfants à l'école. Ouais. Donc, non mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce mépris, cette désinvolture concernant l'expérience humaine, là? Non, je suis scandalisé, mais je constate à chaque fois que on ne peut rien attendre de ces gens. On ne peut rien attendre de ces gens. Ils sont tout contents. Vous avez vu, nous, on est contre les faits divers. On méprise les gueux. Ça me renvoie, et vous me direz sûrement que ça n'a rien à voir, mais quand je vois Ruffin dire on va faire un parti qui va s'appeler Debout, hein, et ce sera le parti des gens qui sentent mauvais sous les bras. Mais ça va pas la tête, non? Ça va pas. D'ailleurs, il a signé Ruffin aussi, hein, l'amendement. Bah voyons, bah oui, hein, naturellement. C'est cette petite bourgeoisie, c'est absolument affreux. Alors, une fois de plus, on est obligé de constater, un, la bêtise, deux, la passion pour la censure. La passion pour la censure, dès lors que cette montée de l'insécurité, cette perception de l'insécurité par les couches populaires, hein, qui les amène peut-être parfois à se tromper, sans blague, oui, ça peut arriver, hein, eh bien, ils ont une véritable aversion pour ça, et ils veulent qu'on empêche d'en parler. Restez à votre place, les gueux. Ouais, et encore un sujet dans le sujet. Moi, je pense que là, ils disent regardez les faits divers, le meurtre de Lola, le meurtre de Thomas. Mais ce sont des très mauvais exemples. Pour moi, ce ne sont pas des faits divers, ça. Justement, ce sont des faits de société graves qui sont symboliques. Je veux dire, on a dépassé le fait divers. Il y a aussi ça, il y a la catégorisation, en fait, la recatégorisation d'un drame qui dépasse peut-être le fait divers comme eux souhaiteraient l'entendre. Alexandre Langlois. Déjà, on a nos amis. Tout le monde sert de béquille à la Macronie. Donc là, comme Régis m'a repiqué ma citation, qui a été exactement après, il finit par rendre les gens fous. Il a rendu hommage, oui. Oui, t'as rendu hommage. Mais du coup, moi, j'avais préparé mon entrée. Oui, voilà. Du coup, mais voilà, donc en fait, c'est pour, il dit, on rend fou les gens, du coup, avec ce brainwasher, parce qu'effectivement, dans les PowerPoint de Macron, c'était en anglais pour que les gens comprennent encore moins ce qu'il raconte. Du coup, oui, donc là, on a nos amis de gauche, dits de gauche, qui servent de béquille pour la censure et verrouiller le discours. Pendant ce temps-là, le RN à l'Assemblée sert de béquille pour pas censurer le gouvernement, et tout le monde dit qu'ils sont dans l'opposition. Oui, une opposition en carton, quoi, parce que nos droits ne sont pas respectés. Et en plus, c'est dommage pour tous ces faits divers. Il y a Valérie Pécresse en même temps en région Île-de-France qui se bat pour garder ses caméras de surveillance parce qu'elle veut filmer quand on est agressé plutôt que de protéger les gens. Donc c'est vraiment dommage. Donc du coup, oui, donc c'est du SAV, hein, ça c'est comme l'a dit Régis. Et après, au final, ça va pas servir à grand-chose parce qu'une loi imprécise, si, justement, va encore mettre de l'arbitraire. Parce qu'une loi imprécise, c'est donner le pouvoir au juge de décider dernièrement en fonction du besoin politique, de l'avancée carrière. Et Régis le répète assez régulièrement que la justice est très politique, pour que les décisions de justice tombent dans le sens des nécessités du moment. Une loi floue, c'est qu'il y a un loup. Mais donc là, quand on la met directement de base, c'est voulu. Et pour répondre, Clémence, en disant est-ce que ça va passer, oui, c'est une volonté présidentielle quand même, cet amendement et cette chose-là. Donc je veux dire, si ça passe pas, ce serait dommage. Oui, comme dit Régis, on est quand même hors cadre. Là. Mener une réflexion éditoriale, ça ne veut rien dire. C'est pas normatif. Non, mais c'est pour ça, c'est le flou. Comme ça, on fait ce qu'on veut derrière, les juges auront l'appréciation. C'est dangereux, hein. Ouais. Ah oui, c'est très dangereux, ça. Oui, toutes les lois floues sont très dangereuses. Parce que normalement, comme disait Régis, une loi, c'est pour dire oui, non, et on adapte à un cas réel. C'est pas pour dire au doigt mouillé, on va décider nous-mêmes, parce que là, ça nous semble que le vent va de ce côté-là. Mais du coup, c'est du Macron chimiquement pur, ce texte de loi. Hein. Je veux dire, derrière, c'est
on fait de l'apparence, on dit on lutte contre le bruit des bottes, et derrière, ça va permettre de verrouiller. Mais attendez, juste, pardon, mais comment ça fonctionne ce service de SAV de la gauche qui se dit première opposante face à Macron? C'est-à-dire, vous croyez qu'il y a vraiment quelqu'un qui leur passe un texte en leur disant ce serait quand même bien que vous passiez ça, et eux ils disent bah oui, amen. Mais ils ont voté 2 fois pour lui, oui, mais Clémence. Ils le font en pleine conscience. Je ne pense pas qu'il y ait de concertation. En fait, je veux dire, au final, pour moi, ils sont tous dans la même équipe, de l'extrême gauche à l'extrême droite, pour prendre l'arc qui est à l'Assemblée nationale, et même ceux qui ne sont pas. Ils mangent tous dans la même gamelle. En fait, la gamelle est commune. En fait, c'est le partage des subventions publiques. Comment on se répartit le pognon. Pour la proportionnelle, ils vont tous être d'accord parce qu'ils se disent les partis politiques veulent du pognon. Là, ils vont être d'accord pour se dire on sert de qui, parce que pour le moment, le système est pas trop mal. On mange bien quand même à la cantine. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème pour nos amis députés et sénateurs. Pendant que les gens doivent faire des efforts, ils sont augmentés de 700 et 300 € respectivement. Leur cantine, il ne faut pas qu'ils la payent trop cher parce que c'est nos deniers. Non, je veux dire, on est sur quelque chose de. Je ne pense pas que ce soit concerté de façon avec des tractations personnelles, mais ils savent bien qu'ils sont tous dans la même gamelle. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont été autorisés à se présenter. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'indépendants qui sont à l'Assemblée nationale. Et justement, ils veulent les dégager. Et ça, ils sont tous d'accord pour foutre les indépendants dehors. Donc, non, en fait, on nous donne un petit peu des emballages différents, mais avec le contenu assez similaire au final. Donc, voilà, ils assurent le SAV cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera le RN. Pourquoi Macron peut se maintenir au pouvoir? C'est parce qu'il a 2 gentils béquilles. Il appuie un coup à droite, un coup à gauche. Je suis ni de droite ni de gauche. Non, je suis surtout pour ma gueule et je me sers des gens de droite et de gauche pour avancer. Ouais. Mais je vois que Régis veut réagir, donc je vais le laisser réagir. Juste une phrase pour répondre à la question de Clémence. Regardez qui sont les signataires. Ce sont tous ceux qui ont pris des distances avec Jean-Luc Mélenchon. Oh, il est trop ceci, il est trop cela et tout. C'est tous les traîtres. C'est tous les traîtres qui sont là en rang serré et qui sont en train de poser quelques jalons parce que si on pouvait retourner au pouvoir, on a été au PS un temps, etc. Et si on pouvait retourner dans le cadre de cette recomposition, de la fabrication du bloc central, etc. Alors moi j'ai mes têtes. Hein. Pour moi le pire c'est Ruffin, mais Corbière est pas mauvais non plus. Hein. Corbière, Sandrine Rousseau, Daniel Simonet. Oui. Non, moi je les aime bien. Là, pour le coup, je ne vois pas forcément comme traître au niveau de. Parce que du coup, ils se battent plus pour, en tous les cas, sur le papier, sur les idées. Et Ruffin est un des rares politiques à avoir été dans le feu de l'action, à avoir fait des choses autres que homme politique ou femme politique. Voilà. Mais après, sur ce point-là, je ne le rejoins pas du tout. Il a fait un film avec Sarah Salman qui est une des comment dire des plus grandes un des plus grands soutiens de ce qui se passe à Gaza. Il a dit ah oui non j'ai calculé il n'y a pas assez de morts pour qu'on parle de génocide. Il a pris ses distances. Il dit que les gueux puent sous les bras. Enfin non. Moi, et puis il avait quand même organisé son altercation avec Emmanuel Macron. Je veux dire c'était organisé pour un coup de com'. C'est quand même particulier. Mais oui en plus. Ah, non moi c'est ouf. Nul n'est parfait. Mais voilà, bon, c'est pas le pire, mais il fait quand même partie du système, quoi qu'il arrive. C'est le pire. Mais voilà, donc pour moi, c'est pas le pire. Mais après, voilà, donc, mais l'équipe là qui se fait les choses, effectivement, je ne suis absolument en désaccord avec ce qu'ils font. Et moi, j'ai pas de problème à dire quand je suis en désaccord, je ne m'occupe pas des personnes parce que je peux tous les trouver sympas, quel que soit leur bord politique, humainement. Mais par contre, sur leurs actions, il n'y en a pas beaucoup qui trouvent grâce à mes yeux. Et là, donc, pour le coup, tous ces gens-là ne trouvent pas grâce à mes yeux sur la censure, parce que dès qu'on veut censurer plutôt qu'expliquer, je trouve que c'est un échec dramatique. Et tous les régimes qui ont censuré sont arrivés au totalitarisme. On arrive à ce que voudrait Macron, vérifier à combien on mange la dinde à la maison à Noël. Voilà. Donc, c'est tout. Bon, alors passons à Alexandre Benalla. Là aussi, ça va délier les langues, j'en suis certaine. Et on a déjà dépassé le temps, mais c'est pas grave, on va le prendre parce que c'est important. Interpol. C'est important parce qu'en plus, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Intéressant d'ailleurs. Interpol a émis une notice rouge fin avril 2025, donc cette année, à l'encontre d'Alexandre Benalla. Je rappelle, ancien collaborateur de l'Élysée, ancien chargé de mission. Une demande qui a été formulée par l'Azerbaïdjan et qui donc replonge Alexandre Benalla dans son passé trouble et ses connexions politiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'Azerbaïdjan qui a mis une notice rouge contre lui. Il est soupçonné d'avoir perçu des pots de vin en échange d'interventions diplomatiques visant à faire lever des sanctions européennes qui elles-mêmes touchent un oligarque russo-azéri. Bon, alors, si vous voulez que je rentre un peu dans les détails, selon les autorités azerbaïdjanaises, Benalla aurait reçu plusieurs versements occultes pour faciliter le dégel d'avoirs qui sont liés au milliardaire Farhad Ahmadov, notamment son yacht de luxe, la Luna.
Voilà, bon, en gros, il sert d'intermédiaire pour essayer de négocier la levée de certaines sanctions. Bon, l'affaire, bien qu'internationale, touche évidemment directement la France. Et surtout, ce qui devient intéressant, c'est que d'après certaines sources diplomatiques, la notice rouge aurait brièvement été désactivée début mai sous pression française avant d'être réactivée. Évidemment, la situation embarrasse particulièrement l'exécutif, d'autant que les plaintes déposées en 2024 en France et en Belgique sur le même dossier n'ont toujours pas abouti. La justice azerbaïdjanaise, elle, avance. Il y a un procès qui vise donc ce milliardaire Akhmadov dont je viens de parler, qui est déjà prévu à Bakou. Donc, on connaît déjà le passé, évidemment, d'Alexandre Benalla et les autres affaires, l'affaire des violences du 1er mai, qui concerne directement Alexandre Langlois, parce que c'est lui qui avait porté plainte notamment. Et je lis seulement un extrait du très bon blog de Marc Andevelt sur le sujet, l'Azerbaïdjan à l'assaut de Benalla. Il écrit « Une chose est sûre, ce dossier Benalla se retrouve depuis des mois au cœur de la bataille diplomatique entre la France et l'Azerbaïdjan. À travers Benalla, les Azerbaïdjanais tapent en fait sur Macron. Le président Aliyev fait une fixette sur son homologue français. Il en fait une affaire personnelle, assure une source diplomatique que cite donc Marc Andevelt. Les renseignements français n'hésitent pas à évoquer la main de Moscou dans ce dossier, comme Marc Andevelt l'avait déjà évoqué, mais d'autres acteurs étrangers pourraient jouer ce rôle. » Voilà, on a compris donc que visiblement, même Emmanuel Macron est au cœur en fait de cette affaire indirectement et est en train de faire pression pour faire abandonner ce mandat d'arrêt contre Alexandre Benalla. Alors là, je vais commencer par vous, Alexandre Langlois, parce que vous connaissez particulièrement l'affaire Benalla, en tout cas l'affaire française. Maintenant, elle s'internationalise. L'affaire française, oui, puis internationalise, on pouvait que s'y attendre. Je rappelle qu'Alexandre Benalla aussi, donc on avait fait l'affaire Benalla pour les violences en France, on était tombé sur ses passeports diplomatiques et ses passeports de service. Oui. Donc il ne voyageait pas pour la gloire et c'était tamponné par lui-même et c'était même pas contrôlé par son chef de service qui s'était fait dans son dos. Donc voilà, et son chef de service n'avait pas le droit de le contrôler quand il travaillait pour Emmanuel Macron, quand Emmanuel Macron était sur son temps privé, c'est-à-dire non, qu'il n'était pas sur le temps public. Donc, il n'avait pas de compte à rendre à son chef, Alexandre Benalla, il ne rend compte qu'à Macron, ce qui posait des problèmes de fonctionnement interne, tout simplement juste déjà pour compter les heures, mais qui pose des questions après de philosophie pour le citoyen français. Mais qu'est-ce que fait Macron sur son temps personnel pour que même un chef de service avec titre de préfet ne soit pas informé des allées et venues de son subordonné? Sur ça, donc voilà, donc les passeports, l'affaire est toujours en cours, on ne sait toujours pas ce qu'il a fait. Les passeports d'ailleurs n'avaient pas été annulés, qu'il avait pu voyager pendant son procès avec ses fameux passeports. Je rappelle qu'il a fait un petit tour africain à l'époque. Ensuite, sur les affaires russes, je rappelle que quand Alexandre Benalla était à l'Élysée, il était déjà en train de travailler avec des sociétés de sécurité russes. Donc, il y avait déjà des problèmes de perméabilité entre les deux. C'était au moment où Macron voulait virer son service de garde du corps républicain de gendarmes et policiers pour les remplacer par une sécurité privée parce qu'effectivement, il avait bien lu Aristote, Macron, il y a les mercenaires sont au service de l'argent et les citoyens au service d'une idée. Donc, du coup, lui, il ne voulait surtout pas avoir des citoyens qui assurent sa garde, mais il voulait des mercenaires qui étaient prêts à tirer contre les citoyens pour le protéger, sa petite personne. Donc voilà, le projet a capoté. Pour rappel aussi, le groupe de sécurité de la présidence de la République en place depuis De Gaulle n'a jamais failli malgré des attentats sur plusieurs présidents. De Gaulle, Chirac, pour ne citer que eux. Donc, du coup, il n'y avait pas de raison de les remplacer à l'époque. Ensuite, Alexandre Benalla aussi avait été envoyé en tant qu'expert aussi en Chine pour le maintien de l'ordre. Donc, en fait, dans tous les pays autoritaires et un petit peu sulfureux, mais qui ont de l'argent par contre, je rappelle qu'ils ont tous de l'argent, ces gens-là, du coup, la Macronie envoie son porteur de valise un petit peu qui va négocier certains trucs. Donc, voilà. Donc, c'est un peu l'impression que ça laisse. Il fait le tour de l'Afrique. Voilà. Donc, il va partout. On peut peut-être récupérer des valises, ce qu'ont fait tous les présidents malheureusement, mais ici, un petit peu moins bien et moins discret. Sur la notice Interpol, ce qui est intéressant, c'est que, donc, a priori, Alexandre Benalla réside en France la plupart du temps, en tant que Français, mais pour qu'elle soit exécutée, une notice Interpol, encore faut-elle qu'elle soit transmise au service français. Oui. Et ça, c'est une question je n'ai pas pu savoir, par exemple, savoir si les services français ont bien enregistré la note dans les dans les fichiers policiers français. Parce que si un fichier français tape Alexandre Benalla, mais que personne au-dessus n'a rempli la fiche en disant il est recherché par Interpol, il va falloir faire quelque chose, et ben, la police française n'appliquera pas la note d'Interpol.
Voilà, ou alors ils peuvent la mettre sous certaines restrictions pour dire, on l'a bien mis pour dire à Interpol, on l'a fait, hein, parce que l'Interpol, c'est une police internationale dont la France a signé les conventions. Bah Et oui. en plus, petite anecdote, Interpol, le siège est basé à Lyon. Donc, je veux dire, si on ne respecte pas tout ça, je veux dire, on est vraiment moins que rien sur le plan international. Chacun se fera ses conclusions sur le moins que rien au plan international depuis qu'on a Macron. Et du coup, ce ne sera pas appliqué. Et après, si quelqu'un veut vérifier que c'est bien dans le fichier, dès qu'on tape le nom d'Alexandre Benalla, évidemment, ça sonne à tous les étages et vous avez un petit contrôle pour savoir si vous aviez l'autorisation de passer Alexandre Benalla au fichier, comme certaines autres personnalités. Ce n'est pas que pour Alexandre Benalla, pour éviter justement les fuites dans la presse non voulues. Parce que s'il y a des fuites dans la presse voulues, bien évidemment, c'est le commissaire directement qui envoie les informations à la presse. Donc là, quand il faut protéger les gens sont sanctionnés pour avoir divulgué des informations sur la situation personnelle d'une fiche de quelqu'un non voulu par le pouvoir. Donc ça pose la question, est-ce que du coup la France respecte ses engagements internationaux? Pourquoi il protège Benalla à tel point? Donc ça ouvre beaucoup de questions sur le sujet. Pourquoi? Et voilà. Et ensuite, la dernière chose, c'est que l'Azerbaïdjan, il y avait eu une COP, je ne sais plus laquelle, où la France n'avait pas été très bien reçue là-bas. Je ne sais plus qui on avait envoyé aussi comme touriste. Je crois qu'on avait envoyé Agnès Pannier-Runacher à l'époque, ministre de ça. Donc, effectivement, on n'avait pas envoyé la plus forte de l'équipe. Mais l'Azerbaïdjan avait fait un petit accueil glacial sur le niveau de la COP. Je ne sais plus combien ils en sont parce qu'ils en font régulièrement pour se dire qu'ils vont en jet à la prochaine réunion. Mais au final, il ne se passe pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, sur l'affaire Benalla, en fait, il est toujours protégé. Il a toujours a priori des secrets d'État qu'il ne veut pas révéler. Tout va bien se passer sur lui. Mais du coup, la question qui se passe derrière, c'est cette utilisation de Macron en disant, moi, j'ai des accords internationaux que je vais respecter. Avec certains, faut pas parler avec eux, mais en sous-main, j'envoie mes hommes de main pour s'en occuper et avoir des dialogues et surtout voir ce qu'on peut gratter comme billet. Donc, ça pose beaucoup de questions derrière et finalement ne fait que confirmer un fonctionnement un petit peu mafieux de la Macronie. J'aime bien le un petit peu. Non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, maintenant, on voit que le dossier Benalla sert finalement de levier de pression contre Emmanuel Macron. Et c'est bien ce que révèle Marc Andevelt. Une réponse par rapport à ce que les différents éléments. Attendez, c'est toujours Marc Andevelt qui répond. Voilà. Qu'est devenue cette demande au sein d'Interpol? Selon mes informations, je cite Marc Andevelt, le secrétariat général d'Interpol a bien enregistré la demande de l'Azerbaïdjan à l'encontre de l'ancien chargé de mission, l'Élysée, et a procédé à l'étude du dossier. Il a contacté directement Interpol. Et voilà la réponse du bureau de presse le 30 avril. Du bureau dont le secrétariat est à Lyon, vous le rappelez. Hein. Lorsqu'un service de police de l'un des 196 pays membres, c'est Interpol qui répond, d'Interpol communique au secrétariat général à Lyon des informations sur une arrestation, une enquête ou des malfaiteurs en fuite, ces informations demeurent la propriété de ce pays membre. Interpol ne fait donc aucun commentaire sur des affaires ou des individus particuliers, sauf circonstances spéciales, et s'il a été autorisé par le pays membre concerné. Pour ce qui est de votre question concernant cette affaire, nous vous conseillons de contacter les autorités des pays concernés. Bon. Intéressant. Ça veut dire on renvoie à l'Azerbaïdjan, ça ne nous concerne pas. Voilà, en gros, ce que ça veut dire. En tout cas, je vous invite à aller voir cet article du blog de Marc Andevelt qui est très intéressant et qui est vraiment quelqu'un qui enquête très bien. Alors, Régis. Alors oui, Andevelt fait du très bon boulot, en plus il est très sympathique. Qui est Alexandre Benalla? Moi je ne vais pas rentrer dans le détail de ce conflit avec l'Azerbaïdjan. Effectivement, il faut renvoyer à l'article de Marc, mais le problème, c'est qui est Alexandre Benalla? Alors, je fais part de ma conviction, de ma propre analyse, qui n'engage que moi. C'est de ces agents interlopes que chaque régime produit. Il avait un prédécesseur dans le genre qui était Alexandre Djouri, qui était issu du grand banditisme et puis qui a ensuite été très influent, très proche de Dominique de Villepin, d'après ce que j'avais compris. Et c'est un peu la même chose. Je pense qu'il avait un rôle d'intermédiaire, d'interface, de récupérateur de rétrocommission dans le dispositif mis en place après l'élection d'Emmanuel Macron. Un des indices très forts, c'est que ce qui déclenche le scandale initial, c'est un article de Ariane Chemin dans Le Monde. Ariane Chemin, il y a toujours un commanditaire. Oui. Ça, je dis bien, je l'accuse pas. Je dis que c'est ma
mon sentiment, ma conviction. Je peux me tromper. Donc, et c'est parti, c'était un règlement de compte, mais après, chaque fois qu'on soulevait un caillou, on trouvait quelque chose. Hein. On lui a donné des passeports diplomatiques, c'était pas pour enfiler des perles. Bon, il y a des affaires qu'on reverra peut-être. Alors, tu sais, Alexandre, le problème, tu parles des relations avec les États. Non, il n'a pas des relations avec les États. Il a des relations, je pense à la Russie et je pense à la Chine, avec des oligarques qui sont en général contrôlés par l'État. Hein. Nous, en France, ce sont les oligarques qui contrôlent l'État. Mais là-bas, ce sont les États qui contrôlent les oligarques et qui jouent eux aussi des rôles assez interlopes. Moi, le jour venu, peut-être après le départ de Macron, j'aimerais bien qu'on parle de la gestion de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, par exemple, une affaire très très jolie, hein, d'un certain nombre d'affaires comme ça, puis qu'ensuite on constate que Benalla avait passé un contrat avec tel pour faire des études de sécurité, mais sur des hauteurs de rémunération assez importantes. Là, effectivement, il fait du lobbying, mais un lobbying un peu particulier quand même, parce que c'est pas McKinsey. Hein, McKinsey fait du lobbying, mais non, là c'est quelqu'un, c'est un espèce d'électron libre, interlope, comme pouvait l'être Jouri. Donc un des problèmes au-delà de la corruption, c'est la fragilité de l'État français, on soit victime d'une opération de manipulation de la part de l'Azerbaïdjan et que ça mette en difficulté l'État français et la présidence de la République, ça me pose un sacré problème quand même. Mais c'est un peu, pardon, je vais peut-être un peu loin, mais est-ce que là-dessus, c'est pas un peu comparable à la fameuse affaire Trogneux qui finalement sert aussi de pression? On a l'impression, on a vu les médias russes qui tirait cette ficelle. On a vu même que ça, évidemment, c'était reporté. D'ailleurs, il y a encore une nouvelle série, Candace Owens, qui en parle et qui continue sur ce sujet, en montrant visiblement c'est véritablement l'objet d'un dialogue, d'une pression interprésidentielle sur le sujet Brigitte Macron. Donc, est-ce que c'est un dossier sensible, un compromat, comme il y en avait d'autres, Alexandre Benalla, et puis c'est celui-ci, et est-ce que finalement notre président et présidence n'est-elle pas un peu en danger par ces dossiers, mise en danger par ces dossiers, Régis? Mais oui, mais le problème, c'est qu'il est protégé par la magistrature française. J'ai écrit 600 pages pour essayer de le démontrer. Hein. Donc, c'est que elle l'a fait élire pour commencer avec la liquidation politique de François Fillon, et depuis, elle évite soigneusement de lui chercher des poux dans la tête. Et pourtant, des poux, il y en a. On en voit. Hein, à commencer par la question de sa commission dans l'affaire qu'il avait travaillé Alstom. Pour la banque Rothschild. Ah oui. Hein, bon, il y a tout un tas de problèmes assez importants, parce que la France, le problème, c'est que comme dans la plupart de ces démocraties entre guillemets occidentales, hein, regardez ce qui arrive à Ursula von der Leyen. Ah oui. Le monde entier sait son niveau de corruption, déjà avant qu'elle arrive, quand elle était au ministère de la Défense allemand, et maintenant à l'UE. Donc ce sont des régimes qui sont tout à fait corrompus au sens où la haute fonction publique, le champ politique sont liés au milieu d'affaires les plus troubles. Bon, regardez l'affaire McKinsey. Hein, où moi j'ai un peu étudié l'aspect juridico-judiciaire, comme je l'avais fait pour Charline Avenel. Eh bien, je peux vous dire que c'était infraction pénale à tous les étages qui aurait nécessité des enquêtes, des instructions. Ils ont, comme il y avait un scandale national, il y a même eu une pétition de magistrats anonyme, mais disant c'est un scandale qu'il n'y ait pas d'informations judiciaires ouvertes. Ils l'ont ouverte discrètement, et depuis il se passe strictement rien. Hein. Donc oui, ces régimes sont vulnérables. Leur seul, le nôtre, vous voulez dire donc. Oui, enfin non, mais je pense que l'Allemagne c'est pareil. Je pense que l'Italie ça doit pas être loin non plus.
c'est cette vulnérabilité, mais en fait, comme on ne fait pas le ménage chez nous avec notre propre système juridique, on devient vulnérable aux autres avec des affaires Benalla, enfin dossier Benalla ultra sensible, dossier Trogneux, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, ça permet de faire des pressions visiblement. Donc c'est vrai qu'on se demande véritablement, et puis quel type de pression, qu'est-ce qu'on accorde dans ce cas-là à ces pays-là, c'est vrai que ça pose plein de questions. Je ne sais pas si vous voulez réagir de nouveau, Alexandre Langlois, là-dessus, sur le côté un peu compromat et dossier sensible. C'est juste que normalement, quand on travaille pour l'État, on a dans certains sujets, il y a des habilitations à passer. Secret défense, confidentiel défense, différents niveaux. Oui. Et ces habilitations, on vérifie que les personnes n'ont pas de point de vulnérabilité. Ça veut dire pas oui. que la personne n'est pas de point de pression, bien. quoi. Oui. Ça veut dire qu'elle peut avoir un secret qu'elle ne veut pas dire, elle peut avoir des problèmes d'argent, elle peut avoir différents sujets qui font que ça ne remet pas en cause les compétences de la personne, mais ça remet en cause qu'elle peut avoir un point de vulnérabilité. Oui, bien sûr. La difficulté pour les personnes comme les Alexandre Benalla, les Emmanuel Macron, tout ça, on n'a pas vérifié ça. Emmanuel Macron, c'est une élection, donc du coup, il peut avoir plein de points de vulnérabilité. Il a été élu, c'est le choix des Français. Enfin, le choix des Français, de 20% des Français. Enfin, je ne vais pas refaire le système électoral français. Et après, Alexandre Benalla n'est pas un agent de l'État. C'était un électron libre, donc il n'est pas passé par toutes les habilitations. Et par contre, il avait accès, parce que tout le monde lui donnait, ce que chacun, on a pu le voir dans l'affaire Benalla, tous les commissaires l'ont dit au procès. Pour nous, c'était le représentant de l'Élysée. Donc, il parlait au nom de Macron. Donc, on s'écrasait comme des carpettes. On voulait aussi un petit avancement au cas où si on pouvait le gratter, mais on s'écrasait comme des carpettes devant le pouvoir central. Et lui, par contre, tous ces points de vulnérabilité n'ont pas été travaillés. Il faisait ce qu'il voulait. Et c'était le problème du système Macron, c'est que les McKinsey qui sont aux commandes derrière aussi, on ne fait pas les choses. Et en fait, il y a plein de gens qui sont au service de l'État français, en tous les cas de Macron, qui ont plein de points de vulnérabilité qui n'ont pas été traités. Parce que justement, l'État français avait mis des pare-feux que Macron a explosé. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. On va s'arrêter là parce que je vois que Nicolas Viedal est avec nous et attend patiemment, gentiment. On va laisser la place, n'est-ce pas? Merci Régis de Castelnau, merci Alexandre Langlois. Et évidemment, vous pouvez toujours retrouver les livres des uns et des autres. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.